bien, chers amis, bonjour, et puis merci de me rejoindre pour un tout nouvel épisode de Vie d'acteur. Mais avant de poursuivre, est-ce que vous saviez que Al Pacino a été nominé 9 fois aux Oscars? Alors, vous allez me dire qu'avec une carrière de plus de 5 décennies, il n'est pas facile de cerner lequel de ses rôles sont les plus réputés et lesquels lui ont décerné des récompenses. Enfin, allez, on va voir ça ensemble. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à revisiter certains des personnages les plus inoubliables de l'histoire du cinéma. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Générique. Al Pacino. Donc Alfredo James Pacino, de son petit nom, vit le jour le 25 avril 1940 dans le quartier de East Harlem, également appelé El Barrio. C'est un quartier qui est situé dans un arrondissement de Manhattan, à New York. Ce quartier est également une vitrine de la culture portoricaine. En fait, c'est un quartier hispanique, tout simplement. Il est le fils de parents immigrés italo-américains. Tout d'abord, sa mère, Rose Gerardi, qui était sans profession, était originaire de Corleone en Sicile, et son père, Salvatore Pacino, était pour sa part tailleur de pierre et était originaire de San Fratello, également situé en Sicile. Quand il a 2 ans, ses parents divorcent. Et il part vivre avec sa mère chez ses grands-parents dans un petit 3 pièces situé dans le Bronx, encore un autre arrondissement de New York, car sa mère ne pouvait pas subvenir seule aux besoins de la famille. Et c'est là que le petit Al se prend d'affection pour son grand-père prénommé James, qui lui fait en fait office de père, et qui est aussi originaire de Corleone, en Sicile. Quant à son père, il déménage à Covina en Californie pour travailler comme vendeur d'assurance et restaurateur, et on n'en parlera plus. Donc vous voyez, jusqu'ici, comme beaucoup de gens, il n'est pas né dans une cuillère dorée. Bref. Durant son adolescence, comme beaucoup de jeunes de cet âge, Al Pacino, que ses amis appelaient Sonny, avait beaucoup d'ambition, comme par exemple de devenir un joueur de baseball. Mais également, on le prénommait l'acteur, car il aimait aussi rejouer devant sa famille les personnages qu'il a admirés à l'écran. En fait, il était notamment fasciné par l'acteur Marlon Brando dans le film Sur les quais, ainsi que par James Dean dans La fureur de vivre. Tu veux me passer un peu de terre? Sa scolarité fut aussi brève que courte. Il fréquente la Herman Ryder Junior High School quelque temps, mais abandonne rapidement la plupart de ses cours, à l'exception de l'anglais. Par la suite, il passe une audition et intègre la High School of Performing Arts de New York, qui est fréquentée également par Robert De Niro. Donc du coup, pour financer ses études d'acteur, Al Pacino fait des petits boulots, mais très très mal rémunérés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis l'âge de 9 ans, Al Pacino consomme régulièrement de l'alcool, du tabac et même occasionnellement de la marijuana. Mais heureusement, s'abstient de toucher aux drogues dures. Il faut savoir aussi qu'il a perdu 2 de ses amis les plus proches à cause de la toxicomanie. Ils avaient tous deux 19 et 30 ans. Du coup, comme il a grandi dans le sud du Bronx, il était considéré un peu comme un fouteur de troubles. À l'école, il se bagarrait très souvent. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il a également joué dans des pièces de sous-sol dans le milieu de théâtre underground de New York. Donc il était déjà plus ou moins sur la voie du métier d'acteur. Bref, une enfance pas facile, et cette période n'est pas encore finie. Car en 1962, il perd sa mère qui avait 43 ans, et dans la lignée, il perd aussi son grand-père James, 2 ans après, en 1964. Al Pacino s'en souvient comme du point le plus bas de sa vie, et d'ailleurs il déclare, je cite, « J'avais 22 ans, et les 2 personnes les plus influentes de ma vie étaient parties, ce qui m'a vraiment fait basculer. » Du coup, il devient alors insomniaque, il pète un peu les plombs en fait,
comme nous tous, hein, quand on perd un être cher. Peu de temps, il passe une autre audition pour entrer cette fois à l'Actor Studio de Lee Strasberg, hein, mais il rate son audition et il est refusé. Alors du coup, il décide d'entrer dans une autre école de théâtre, le cours Herbert Berghoff, où il rencontre cette fois Charles Laughton, qui devient son mentor et son plus proche ami. Et non seulement Charles Laughton lui donne des cours et le met en scène dans sa première pièce en public intitulée Hello Out There de William Saroyan, mais il le présente également à des poètes et à des écrivains. En 1966, il arrive à intégrer enfin l'Actor Studio, où il rencontre de futures célébrités, hein, comme Robert De Niro, hein, qui va devenir son ami, ainsi que Dustin Hoffman, enfin pour ne citer que cela. En fait, c'est une nouvelle génération d'acteurs qui sont formés selon la méthode de l'Actor Studio. En 1967, Al Pacino passe une saison au Charles Playhouse de Boston, où il joue dans Awakened Sign de Clifford Odets, qui lui permet d'avoir son premier salaire important, à savoir $125 par semaine. Et ensuite, il joue dans America Hurrah de Jean-Claude Van Italie, et non pas Van Damme. C'est dur d'être rejeté. C'est sur cette pièce qu'il va rencontrer l'actrice Jill Cleburk. Chelou comme nom. Ils vivront ensemble une romance de 5 ans et retourneront vivre à New York, mais ça, on s'en fout. En 1968, il obtient un Obie Award pour The Indian Wants the Bronx et un Tony Award l'année suivante pour Does the Tiger Wear a Necktie? Alors désolé pour mon accent. C'est chelou, bref, je sais. Le Obie et le Tony Award sont des récompenses de théâtre, à savoir comme les Oscars et les Golden Globes, au cinéma, pour ceux qui ne savaient pas. The winner is Al Pacino. Du coup, avec cette formation d'acteur et ses débuts au théâtre, donc en 1969, il fait ses débuts au cinéma dans un premier film intitulé Mi Natalie, de Fred Coe. Et encore une fois, je ne sais pas si je prononce bien. I'm dancing. What do you think? Come on. Puis en 1971, il souhaite épouser l'actrice et productrice Canado-américaine d'origine québécoise néerlandaise. un sacré pédigré, Marceline Bertrand, qui n'est autre que la maman de Angelina Jolie. Mais celle-ci choisit un acteur beaucoup plus connu à l'époque, Jon Voight, qui lui sera le père de ses enfants et son mari de 1971 à 1980. Toujours à savoir, en 1971, il obtient le rôle principal dans Panic à Needle Park de Jerry Schatzberg, pour une fois je prononce bien, un drame où il joue un accro à l'héroïne qui évolue dans le milieu toxicomane à Manhattan. Et par ce fait, cette prestation va attirer enfin l'attention du grand réalisateur Francis Ford Coppola, qui, je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. En effet, va lui proposer le rôle de Michael Corleone dans Le Parrain en 1972. Après, vous savez, les producteurs sont imposés à Coppola de prendre Robert Redford pour faire le rôle. Mais bon, c'est eux qui payent, c'est eux qui choisissent. Il y a eu forcément des grandes négociations et Coppola quand même choisira Pacino qui était quasiment inconnu à cette époque. Étant donné que Pacino est un fan inconditionnel de Marlon Brando depuis sa tendre enfance, la première rencontre avec celui-ci fut très stressante, mais restera un moment les plus importants et les plus privilégiés de sa carrière, comme il le définit lui-même. Cette rencontre se fera dans la scène, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'hôpital, lorsque Michael Corleone va rendre visite à son père, Vito. I'm with you now. I'm with you.
Comme vous le savez sûrement, le film fut un succès monumental et a lancé sa carrière. Il reçoit pour son rôle un David Di Donatello pour le meilleur acteur dans un film dramatique. L'année suivante, il re-signe à nouveau avec Jerry Schatzberg, cette fois-ci j'en peux écorcher son nom, désolé, pour un film intitulé L'Épouvantail. Cette fois, il donnera la réplique à Gene Hackman et recevra la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1973. Puis la même année, il signe son premier film avec le réalisateur Sidney Lumet, film que vous connaissez peut-être, sûrement même. Allez. Nous lavons notre linge sale nous-mêmes dans la boîte. Vous serez appelés à rendre des comptes. Je l'avais cru aussi, mais la vérité, c'est que nous ne lavons pas notre linge sale. Il devient de plus en plus Vous sale. êtes dans le pétrin. Alors je me fous d'être dans le pétrin. Je me fous de tout et de tout le monde, y compris de moi. On parle bien de Serpico. Il recevra aussi pour son rôle un David Di Donatello, toujours pour le meilleur acteur dans un film dramatique, ainsi qu'un Golden Globe. Et pour info, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi en tout cas je ne savais pas, Francesco Vincent Serpico n'était pas un personnage fictif. En effet, c'était un policier d'origine italienne de Naples, qui était né en 1936. Il a appartenu au service de police de la ville de New York à partir de 1959. Et il était principalement connu pour avoir dénoncé publiquement et avec preuve à l'appui, dès 1967, la corruption qui régnait au sein de ce même corps de police. Grâce à son interprétation du flic libéral et incorruptible, en ce film qui obtient quand même de bons résultats, je vous rappelle au box-office, Pacino arrive à finalement asseoir définitivement sa popularité et sa renommée. L'année suivante, en 1974, donc il reprend son rôle de Michael Corleone dans la suite du Parrain numéro 2. Et d'ailleurs, il est toujours dit que ce deuxième film a souvent été considéré comme supérieur au premier. Alors je sais pas, notez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je sais pas, je peux pas me prononcer. Ton père a des projets pour toi. Crois-moi, très souvent, lui et moi, on a parlé de ton avenir. Tu as parlé avec mon père de mon avenir. Ouais. De mon avenir. Suite à ses interprétations cinématographiques de 1974, il a été déclaré meilleur acteur de l'année par la British Academy. Il incarnera par la suite, en 1975, encore un personnage un peu instable, à savoir un braqueur de banque qui devient populaire grâce à son inexpérience dans un film intitulé Un après-midi de chien, film toujours réalisé par Sidney Lumet. Puis en 1977, 2 ans plus tard, il rejoint les caméras de Sidney Pollack pour un mélodrame intitulé, alors si je prononce mal, désolé, Bobby Deerfield. Magnetic. Idolized, but alone. Dans les années 80, Pacino ne tournera que dans 5 films, notamment il débutera de façon remarquable en 1980 dans un polar très sombre du réalisateur William Friedkin, celui-là même qui fréquenta la même école que Harrison Ford dont on en a déjà parlé dans l'épisode précédent de Vie d'acteur. Ici, il tiendra le rôle d'un flic qui évolue dans le milieu homosexuel dans un film intitulé La Chasse. Puis en 1982, il sera à la tête d'affiche de la comédie dramatique avec Les Compliments de l'auteur, ou encore plus connu sous le nom de Autor de Arthur Hiller. Hey, Eddie, how goes it? Hiya, Mr. Trevelyan. You bringing us a hit? I hope not. Don't want to spoil my record. That stuff's probably too depressing for Broadway. You're probably right, Eddie. Catch you later. Mais c'est surtout en 1983 que se fera la rencontre avec Brian De Palma, qui lui offrira son rôle iconique que vous connaissez tous. Je parle bien celui de Tony Montana dans le film Scarface. Comment se llama? Antonio Montana. Et vous? Comment vous vous appelez? Où as-tu appris à parler notre langue, Tony? J'étudiais à l'école. Et mon père, il était américain uni. Il est comme toi, tu es. Il était yankee. Avec lui, j'ai beaucoup été au film, tu sais. J'étudie, j'ai bien regardé l'acteur Fred Bogart, James Cagney. C'est eux qui m'apprennent à parler. Ici, vous le savez, il interprète un immigré cubain qui connaît une phénoménale ascension financière et sociale
au sein de la pègre tout en étant dévoré par la paranoïa et de la drogue inhérente au sein de ses activités de gangster. La suite, vous la connaissez aussi, ce film devient culte et a marqué plusieurs générations, et notamment auprès des jeunes. On s'accroche parce que ce bonhomme-là, il arrive. On sait que, il arrive, il est là-bas aux États-Unis. C'est un peu comme moi, j'arrive, je suis en France. On s'identifie à Al Pacino, même s'il est cubain. C'est un brun, nous on est brun, pommade, il arrive avec la pommade, voilà, on s'identifie à lui quand même. Est-ce que vous saviez que ce film est le remake d'un film de 1932 portant le même nom? Scarface. In the 1920s, the United States was reeling under the impact of prohibition. The sale of whiskey, wine, and beer was prohibited by law. But there were many willing to break that law. Gangsters took over. Mais ne vous y méprenez pas, Tony Montana n'a jamais existé. Le personnage du film original de 1932 dépeint une version alternative de Al Capone, qui était lui-même un célèbre gangster de Chicago, qui œuvrait dans les années 30, et qui lui-même était surnommé Scarface, le balafré. Comme quoi, je pensais connaître le personnage, mais en fait, non. Et vous, si vous connaissiez ce remake, notez-le moi dans les commentaires, je serais curieux de savoir. Par la suite, en 1985 toujours, il tournera dans un film intitulé Révolution qui malheureusement essuiera un échec, mais ça rattrape pour finir les années 80 en beauté avec le succès de Mélodie pour un meurtre réalisé en 1989 par Harold Baker. Alors si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que le contenu vous intéresse. Surtout n'hésitez pas, écrivez-moi dans les commentaires quel rôle de Al Pacino vous a le plus marqué jusqu'ici. Est-ce que vous saviez, je vous pose la question, que Al Pacino a refusé plusieurs rôles phares qui auraient pu le mettre encore beaucoup plus en avant. Par exemple, il refuse un rôle dans le film Apocalypse Now, que vous connaissez, puis dans Les Moissons du Ciel, alors là j'avoue je connais pas du tout ce film, ou encore dans un film que j'aime beaucoup, qui est déjà assez ancien, c'est Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman. Ensuite, dans les années 90, cette décennie aussi, elle était très fructueuse, avec quelques rôles clés, d'ailleurs, qui lui ont permis de revenir au premier plan. D'abord, en 1990, il reprendra son rôle de Michael Corleone, dans la troisième et dernière partie. Elle était merveilleuse, belle. Je l'aimais. Et elle est morte. Puis enfin, il va recollaborer avec Brian De Palma pour le film intitulé L'Impasse, qui fut également une très belle réussite. En 92, Martin Brest, le réalisateur de... lui donnera un rôle dans un film intitulé Le Temps d'un week-end. C'est un super film à voir aussi. Ici, il interprétera le rôle d'un lieutenant-colonel aveugle qui se prénomme Frank Slade, autant que je me souvienne. C'est un homme qui va venir en aide à un jeune étudiant qui lui sert de guide quand celui-ci doit être expulsé de son école. C'est quoi cette secte? Qu'est-ce que c'est que votre devise? Messieurs, il faut balancer vos camarades et assurer vos arrières, faute de quoi nous vous clouerons au pilori. Mais quoi, comme on dit, quand les choses tournent au vinaigre, il y en a qui baissent leur froc et d'autres qui montent la garde. Ici Charles qui brave la tourmente et là Georges qui se cache dans les jupes de papa. Ce rôle lui permettra enfin de décrocher l'Oscar du meilleur acteur après enfin 7 nominations. The Oscar goes to Al Pacino in Scent of Women. Et en 1995, il y avait enfin du lourd qui arrive. Il tourne dans Heat, un film de Michael Mann aux côtés de Robert De Niro, où se déroulera enfin leur première vraie rencontre. On est ici, tous les deux. Toi et moi, comme deux types vraiment ordinaires. Toi, tu fais ton truc, comme tu le sens, et de mon côté, je fais la même chose. Si j'ai à choisir entre toi et un pauvre malheureux qui a une femme dont tu t'apprêtes à faire une veuve, mon pote, je serais forcé de te descendre.
Sans oublier, ce film rencontrera un important succès auprès du public, comme auprès des critiques. Bon, ça c'était pour Heat. En 1996, il passe derrière la caméra pour témoigner sa fidélité au théâtre avec Looking for Richard. C'est une mi-adaptation de Richard III de William Shakespeare et un mi-documentaire sur le tournage de la pièce dans le film. Puis en 1997, encore un film extraordinaire que j'adore, c'est L'Associé du Diable, aux côtés de Keanu Reeves et Charlize Theron. Ici, Al Pacino, il dépeint en fait un portrait du diable. Encore un film qui est hautement applaudi par les spectateurs. Ça aussi, si vous ne l'avez pas vu, à voir absolument, vraiment, il est extraordinaire. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je suis un humaniste. On le retrouvera également dans Donnie Brasco, de Mike Nowell, aux côtés de Johnny Depp. Ainsi que dans Révélation de Michael Mann avec Russell Crowe. Et dans L'Enfer du Dimanche de Oliver Stone. Encore un super film où il tient le rôle de Tony D'Amato, un entraîneur de football américain. Heureux de voir que le succès t'a pas trop monté à la tête, petit. À qui, à moi? B-Man le fumant? Non. C'est ton grand moment, Willy. Savoure-le. Mais n'oublie jamais, un dimanche comme un autre, tu vas perdre ou tu vas gagner. Mais sauras-tu gagner ou perdre comme un homme? Je connais, coach. Bon, allez, continuons dans les années 2000. La première décennie est un peu plus contrastée. Il a tout d'abord signé son premier film en l'an 2000 en tant que réalisateur, un film intitulé Chinese Coffee, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre dont il partage l'affiche avec l'acteur Jerry Orbach. En 2002, il enchaîne 3 projets. D'abord, il prend le rôle d'un flic torturé dans un thriller psychologique du réalisateur Christopher Nolan, intitulé Insomnia, aux côtés du regretté Robin Williams, qu'on aimait beaucoup, qui s'est suicidé en 2014. Puis dans un autre thriller de science-fiction, intitulé cette fois Simone. C'est la deuxième réalisation du scénariste néo-zélandais Andrew Niccol, qui nous a pondu des films comme Bienvenue à Gattaca, Time Out, Lord of War ou encore Les âmes vagabondes, pour ne citer que cela. Et enfin, il joue le rôle d'un agent de publicité manipulateur dans un drame intitulé Influence, aux côtés de Kim Basinger. Pour info, c'est un film qui a été très mal vu par la critique. Alors je sais pas, je peux rien dire, je ne l'ai pas vu. Bon, maintenant qu'on a vu jusqu'ici ces films les plus notables, qui ont fait sa renommée, passons en revue rapidement les années 2000, avec ces autres films qui ont eu du succès, comme d'autres qui ont fait un flop. Donc allez, commençons par année. Donc en 2003, il a fait un film d'action intitulé La Recrue de Roger Donaldson, où il joue en fait les mentors face à une star montante qui n'est autre que Colin Farrell. Puis un film intitulé Amour trouble de Martin Brest, aux côtés de Ben Affleck et Jennifer Lopez. Alors ça, c'est un film vraiment, je n'ai jamais entendu parler. Et pour vous dire que j'ai même pas trouvé une photo de Al Pacino dans ce film. Enfin, c'est un petit peu... si vous connaissez, parlez-en dans les commentaires. Il est aussi au casting d'un 4 étoiles réuni par le réalisateur Mike Nichols, cette fois pour une mini-série de prestige Angels in America. Chelou la tête, regardez qu'il a, on dirait pas Gérard Darmon? Oh putain! C'est quoi cette gueule? En 2004, il défend un projet personnel dans Le Marchand de Venise, de la pièce de Shakespeare que vous connaissez, où il tient le rôle-titre de Shylock, bref, pareil, je sais pas comment ça se prononce. C'est un projet qui a été bien sûr très bien reçu par la critique, mais a fait un flop commercial, une fois de plus, une histoire d'argent. Les années suivantes, l'acteur tourne dans plusieurs polars sans grand intérêt. En 2005, dans Two for Money, de DJ Caruso. En 2007, dans 88 minutes, de John Avnet. Puis en 2008, dans La Loi et l'Ordre, encore de John Avnet. Et cette fois, à nouveau, aux côtés de son ami Robert De Niro.
Donc voilà, puis il conclut la trilogie des films de braquage à succès que vous connaissez tous dans Ocean's 13 de Steven Soderbergh, aux côtés d'une palette d'acteurs que vous connaissez aussi. Toutes ces productions commerciales font que l'acteur se voit salué par ses pairs. En 2007, il reçoit l'American Film Institute Life Achievement Award. C'est le plus convoité des prix honorant une carrière pour un acteur. Au cours de la cérémonie qui se déroule en juin à Hollywood, d'autres grands acteurs comme Sean Connery ou Kirk Douglas ou encore même Robert De Niro, son pote, affirment que Al Pacino était certainement le plus grand acteur de sa génération, voire même de tous les temps. Alors, c'est quand même très humble de leur part parce que eux-mêmes, ils sont déjà très grands. En 2008, le 22 octobre, au Festival international du film de Rome, il reçoit également le Marc Aurèle d'or. Le 4 septembre 2011, Al Pacino reçoit le prix Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker. Alors, vous savez, Jaeger-LeCoultre, c'est la fameuse marque de montres de luxe, là, à 30 000 balles. Donc, avant la première de Wild Salomé. C'est un documentaire écrit et réalisé, interprété par lui-même. Le 13 février 2012, il se voit décerner la National Medal of Arts par le président des États-Unis, Barack Obama lui-même. Et en 2013, il se lance dans des projets beaucoup plus ambitieux en prenant le rôle aux côtés de Christopher Walken et Alan Arkin dans un film intitulé Les Derniers Affranchis de Fisher Stevens. En 2015, il tourne dans The Humbling de Barry Levinson. Le monde est un théâtre. Et tous les hommes et les femmes n'y sont que des acteurs. C'est comment, là? Ça faisait vrai, le gémissement que j'ai poussé? Oui. Je croyais que non, je vais en faire un autre. Ah, oh! Oh non, là, c'est bon. Alors j'avoue qu'en préparant cet épisode, j'ai découvert vraiment des films que je n'avais jamais entendu parler. La même année, il joue dans Danny Collins, donc c'est un biopic inspiré d'une histoire vraie du chanteur folk Steve Tilston. En 2016, encore un thriller de Second Zone intitulé Manipulation de Shintaro Shimozawa, aux côtés de Josh Duhamel et Anthony Hopkins, que vous connaissez, et Josh Duhamel, il jouait dans les Transformers. Ensuite, dans Pirates of Somalia, en 2017, encore un film qui est passé, c'est clair, inaperçu, je le connaissais pas du tout. Toujours en 2017, le thriller Hangman, où il reprend le rôle d'un détective. Vous n'êtes plus de la maison. C'est toi qui es parti, ok? J'ai pris ma retraite. Tu m'as supplié de revenir et j'ai accepté. Notre suspect veut qu'on joue au pendu avec lui. Pour l'instant, on a 2 meurtres. Mais on a 3 lettres. Je savais pas personnellement que le 22 et le 23 octobre 2018, Al Pacino était au Théâtre de Paris pour un événement qui était intitulé An Evening with Al Pacino. C'est un one-man show mêlant lecture, confidence et improvisation. Et c'était un événement qui était présenté par la journaliste Léa Salamé. Bref, puis en 2019, il rejoint un casting digne de son nom et pour la 4e fois aux côtés de son pote Robert De Niro dans le film de Martin Scorsese intitulé The Irishman. Toujours attaquer l'équipe qui a un pistolet. Mais les couteaux, il faut foutre le camp. Arme à feu, on attaque. Et poignard, on se barre. Puis encore dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Enchanté, monsieur Schwartz. Appelez-moi Marvin. Et on se serre la main. C'est votre fils, là? Non, c'est ma doublure cascade, Cliff Booth. Hier soir, on s'est fait 2 films de Rick Dalton. Ça canard des secs. C'est vraiment mon truc, ça, toutes ces tueries. Des tueries, il y en a. Puis il fait un peu de série en 2020 dans Hunters, où il joue le rôle d'un chasseur de nazis pour la plateforme de streaming Amazon Prime. Il enchaîne en 2021 avec le rôle de l'oncle Aldo pour le film de Ridley Scott, House of Gucci. Oui, c'est vrai que nous sommes chers. Mais la qualité demeure, longtemps après qu'on a oublié le prix. Le film a reçu des critiques mitigées et positives, la performance de Al Pacino ayant été soulignée comme remarquable, comme toujours. La même année, il joue le rôle du principal avocat de la défense dans American Traitor. Et en août 2022, Al Pacino projette de produire un film sur Amedeo Modigliani intitulé Maudit, qu'il coproduira avec Johnny Depp et qui sortira normalement le 21 novembre prochain, donc c'est-à-dire de cette année en 2024. Voilà, je pense avoir fait le tour de ces films, du moins je pense pas en avoir oublié. Si c'est le cas, alors désolé encore une fois, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.
Question vie privée. Al Pacino ne s'est jamais marié, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc il voulait épouser Marceline Bertrand, mais bon, la maman d'Angelina Jolie, mais ça s'est pas fait. En revanche, il a quand même 4 enfants. Hein. Il a l'aînée qui s'appelle Julie Marie, qui est née en 1989. Et elle est la fille qu'il a eue avec Jeanne Tarrant, hein, sa professeure d'art dramatique. Puis il a également des jumeaux, hein, nés le 25 janvier 2001, Anton James et Olivia Rose, qu'il a eu avec l'actrice américaine Beverly D'Angelo, avec qui il a eu une relation de 1997 à 2003. Enfin, il est aussi le père d'un fils dernièrement qui s'appelle Roman, hein, né en 2023, et qu'il a eu avec l'américaine d'origine koweïtienne Nour Al-Fallah. Cette dernière, elle est âgée de 53 ans de moins que l'acteur lui-même. Et pour finir, notre ami Al, qui a incarné Michael Corleone et Tony Montana, ainsi s'inscrivant parmi les plus grands acteurs du monde, n'a comme beaucoup d'autres pas son étoile sur la Walk of Fame de Hollywood Boulevard. En revanche, il a quand même laissé ses empreintes en 1997 au fameux Grauman's Chinese Theatre. Voilà les amis, c'est terminé pour cet épisode consacré à Al Pacino, donc une des stars des plus populaires du XXe siècle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, n'oubliez pas également de m'écrire dans les commentaires quels autres acteurs vous aimeriez découvrir dans un futur épisode de Vie d'acteur. En attendant, moi je vous dis à bientôt et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.